Donc, bonjour à tous et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation de participer à ce webinaire concernant le lancement de la version révisée de la politique de diffusion en libre accès des FRQ. Mon nom est Julien Chapdelaine, je suis conseiller stratégique médias sociaux pour les FRQ. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'animerai ce webinaire-là et je ferai en sorte que tout se passe bien sûr très bien. Tout au long de celui-ci, je serai épaulé de ma collègue Emmanuelle Lévesque que vous voyez en ce moment. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Julien. Elle est conseillère en éthique de la recherche et c'est elle qui fera le pont avec vos questions, nos invités. Elle accompagnera Mylène Deschênes et Rémi Quirion, bien sûr, tout au long du webinaire. Je vous invite bien sûr à utiliser le bouton que vous voyez en bas, le questions-réponses, dans le côté droit de votre écran. C'est celui-là qui vous permettra de poser vos questions. Je vous invite également à indiquer clairement votre nom, peut-être votre organisation également à la suite. Donc, vous pouvez modifier votre nom en appuyant sur les trois petits points là, dans la case appropriée. Vous pourriez marquer que vous êtes de l'Université de Montréal ou ailleurs. Ça nous aide un petit peu à suivre le cours. Notez que le webinaire, bien sûr, est enregistré, sera ensuite disponible sur notre chaîne YouTube. Pour être au courant de nos activités, d'ailleurs, on vous invite à vous abonner à notre liste d'envoi. On a beaucoup de communiqués qui sont disponibles actuellement et qui s'en viennent. Abonnez-vous également sur le réseau social de votre choix, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, bien sûr, pour suivre les plus récentes nouvelles des fonds de recherche du Québec. En 2019, ce fut le lancement de la première version de la politique de diffusion en libre accès. 3 ans plus tard, voici la version révisée qui fait un pas de plus vers la science ouverte. Vous avez probablement lu que les FRQ ont adhéré au plan S l'an dernier. Nous avons reçu d'ailleurs beaucoup de questions de votre part et c'est pour ça qu'on discute avec vous aujourd'hui. C'est quoi les impacts de cette adhésion au plan S? Aujourd'hui, on le souhaite, vous aurez plusieurs réponses. C'est important pour les FRQ de soutenir financièrement la recherche, vous le savez, mais aussi de se préoccuper des retombées de cette recherche-là, donc de maximiser ces retombées via le libre accès. Pour en discuter, nous aurons la chance d'aujourd'hui d'avoir 3 panélistes, donc Rémi Quirion, on aura aussi Mylène Deschênes avec Emmanuelle Lévesque, mais aussi une courte vidéo de Robert Quillet que je présenterai dans quelques instants, bien sûr. J'enchaîne tout de suite avec mon premier invité qui doit nous quitter là, au courant de la présentation. Malheureusement, il a pris le temps aujourd'hui d'être avec nous. Bien sûr, il est scientifique en chef, président des 3 conseils d'administration des fonds de recherche du Québec. Il a le mandat de conseiller le ministre de l'Économie et de l'Innovation en matière de développement de la recherche et de la science. Il est président également du Réseau international en conseil scientifique gouvernemental depuis 2021. Monsieur Rémi Quirion, bonjour. Salut Julien, ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Écoute Rémi, j'ai quelques questions à te poser. J'ai hâte d'entendre tes réponses. Les gens qui sont avec nous également ont hâte d'entendre les réponses concernant tout ce grand pan du libre accès qui a accéléré, on le sait, depuis la pandémie. Tu fréquentes plusieurs organisations, tu te déplaces à travers le monde, donc tu as des informations que peut-être nous, on n'a pas sur vers où on s'en va et pourquoi on a pris la décision. Donc, dans le monde, il y a plusieurs organismes qui réclament un partage des connaissances plus rapide, sans barrière tarifaire. L'UNESCO a même adopté une déclaration sur la science ouverte, je pense en novembre dernier. Pourquoi c'est important que le Québec joue un rôle innovant dans cet écosystème-là? Puis c'est quoi les bénéfices pour les scientifiques? Ouais, tout d'abord, je vais commencer en remerciant là, tous les participants à la session d'aujourd'hui et encore plus particulièrement Mylène Deschênes, Emmanuelle Lévesque, qui ont travaillé d'arrache-pied depuis plusieurs mois sur cette politique-là avec un groupe d'experts. Peut-être que Mylène pourra donner plus de détails dans quelques minutes. Et aussi, très important, les 45 membres des conseils d'administration des fonds de recherche du Québec. Donc, tout ça a été discuté au niveau des conseils d'administration et les différentes politiques d'ORA, PANS et autres acceptées par les 45 membres des conseils d'administration. Donc, c'est très large. Pourquoi c'est important pour le Québec? La collaboration, la science est internationale. On le dit beaucoup avec mon rôle à INSA maintenant. Là, très souvent, on dit la science ouvre des frontières, la guerre n'enferme. La pandémie, jusqu'à un certain point, a aussi ouvert des frontières. Là. Il y a la pandémie, le virus, il se promène partout. Il ne garde pas les frontières. Et là, on a vu que la science ouverte, c'était fabuleux pour accélérer vraiment le développement, par exemple, des vaccins à l'ARN. Donc, ce qu'on veut faire dans le futur, c'est continuer dans ce sens-là et s'assurer que les chercheurs québécois peuvent participer à de grands réseaux internationaux et que leurs résultats de recherche sont accessibles très rapidement, bien sûr, ici au Québec, au Canada,
mais encore plus important partout dans le monde. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a pris l'initiative là, très tôt de signer DORA, de signer le plan S et tout ça. D'ailleurs, en 2019, il y a eu la signature de la politique de diffusion en libre accès. Après, il y a eu la signature de la déclaration sur le partage des résultats touchant la COVID, on s'en rappelle. Des prises de décision en commission parlementaire. Mylène est allée, toi également, Rémi, vous avez participé à ces discussions-là. Différents travaux sur l'accès aux données. En 2022, bon, les FRQ font un pas de plus vers la science ouverte, puis lancent cette politique-là, révisée. Mais qu'est-ce qui nous motive comme organisation à soutenir cette science ouverte-là encore plus et plus spécifiquement le libre accès immédiat aux publications scientifiques? Je pense que c'est un mouvement mondial. Et ici au Québec, comme dans plusieurs autres régions, le financement, c'est public, c'est de l'argent public. Et on doit quand même rendre des comptes jusqu'à un certain point et rendre les données de recherche, les résultats de recherche le plus facile d'accès possible aux experts, chercheurs d'ici, mais de partout dans le monde, mais aussi même à nos concitoyens, au public et au gouvernement, aux élus. Donc, tout ça, c'est très, très, très important. Et on pense aussi, et ça, on doit faire plus de recherches sur ce volet-là, on pense qu'en rendant les données scientifiques, les données probantes plus faciles d'accès à différentes communautés, ça va être une façon de combattre les fausses nouvelles, la désinformation, d'augmenter même la reproducibilité des résultats de recherche, là, parce que les collègues partout dans le monde peuvent essayer de valider ou non, d'invalider les résultats de recherche. Donc, ça accélère le mouvement. Et encore une fois, la pandémie, on l'a vu, ça a accéléré énormément. Et je pense qu'un grand défi de société comme les changements climatiques, là aussi, les données, lorsqu'on a des résultats de recherche en lien avec les changements climatiques, que ce soit sur l'augmentation de la température moyenne à travers le monde ou dans une région plus précise, mais surtout en termes d'acceptabilité sociale, d'innovation sociale, je pense que ça va être très important qu'on donne accès partout dans le monde aux résultats de recherche en lien avec ces grands défis de société-là. Donc, c'est une des motivations pour nous au Québec de participer à ce grand mouvement-là qui est global. Je vois. Donc, cette motivation-là, dis-je, elle est venue de discussions que vous avez eues avec la Coalition S, là, qui rassemble une vingtaine d'organismes, je crois, là, de financement afin de supporter le libre accès immédiat. J'aimerais ça que tu nous en dises un peu plus sur cet organisme-là, puis c'est quoi leurs actions, eux, de manière plus macro? Ouais. Non, ça, c'est une bonne question. Ici au Québec, l'Institut de neurologie de Montréal, très tôt, a pris un leadership là, dans le domaine du libre accès aux publications, mais encore plus loin, dans le domaine de la science ouverte. Donc, c'est un bon leadership de l'Institut de neurologie de Montréal dans ce secteur-là. Au niveau canadien, on est un peu en retard en termes de libre accès aux publications scientifiques, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau des provinces. Et là, nous, lorsqu'on a commencé à discuter avec des collègues à travers le monde, collaboration qu'on a avec la France, avec la communauté européenne et d'autres, ben là, c'était l'émergence du plan S, la coalition S. Différents organismes subventionnaires, en majorité de pays européens, se sont mis ensemble pour faire avancer cette nouvelle façon de faire-là, pour dire, et en travaillant ensemble, c'est le mouvement qui a pris beaucoup de force. Un élément qui est très important, c'est les négociations avec les grandes maisons d'édition. Si on est ensemble et on fait front commun, on a beaucoup plus d'impact, ou on peut avoir beaucoup plus d'impact que si on le fait seul. C'est sûr que si le Québec arrive, les universités, les bibliothèques universitaires, on s'en va et on va négocier avec une grande maison d'édition comme Elsevier, la proportion de leur chiffre d'affaires que représente le Québec n'est pas négligeable, mais ce n'est pas beaucoup. Mais si on arrive membre de Coalition S, ça aide énormément à se faire entendre. Donc ça, vraiment, ça a été très utile et ça s'élargit beaucoup. La Coalition S, maintenant, inclut des fondations, comme la Fondation Gates, la Fondation Howard Hughes, d'autres pays qui viennent de se joindre, l'Inde, l'Afrique du Sud, et aussi la Suisse récemment. Donc là, on commence à avoir un bloc d'organismes subventionnaires qui vont dans le même sens. Et lorsqu'on arrive à négocier avec les grandes maisons d'édition, ça permet d'aller beaucoup plus rapidement, d'avoir des contrats qui sont beaucoup plus justes, je dirais, parce qu'il y a vraiment un modèle d'affaires à changer
avec les grandes maisons d'édition. Et c'est un peu aussi l'objectif du plan S pour faciliter le libre accès aux publications partout dans le monde. Mais malgré cette coalition-là, donc, qui est en train de se construire, il y a quand même des organismes de financement qui n'ont pas fait le saut encore vers le libre accès, ce qui fait en sorte que les exigences diffèrent des organismes canadiens, notamment les IRSC, le CRSH, le CRSNG. Il existe un canal de collaboration avec les organismes canadiens pour faire progresser ces enjeux-là de la science ouverte et entrevoir une possible harmonisation des exigences. On est davantage dans le formel, là, dans la poutine du jour, là, disons. Là. Moi, je pense que on est dans une période de transition. Et lorsqu'on en a des périodes de transition, ça peut être inconfortable pour plusieurs d'entre nous. Bien sûr, on discute beaucoup avec les organismes subventionnaires fédéraux, plusieurs activités, plusieurs sessions de travail au cours des derniers mois. On travaille aussi, bien sûr, avec l'équipe de Mona Nemer, conseillère en chef, qui, elle, a aussi un genre de politique elle veut que ça avance plus rapidement en termes de libre accès aux publications scientifiques au Canada. Donc, on fait des progrès. Prochaine séance avec les organismes subventionnaires fédéraux, on va inclure des représentants de la coalition Est, de l'Angleterre, UKRI, de la communauté européenne. Leurs approches sont un peu différentes du plan S, mais pas vraiment. Là. Et on vient d'apprendre aussi, comme par exemple les grands projets européens, Horizon Europe, là, qui sont en développement présentement, et le Canada voudrait être partenaire pour que les chercheurs canadiens puissent appliquer pour ces genres de grands projets de subvention. Ben, les pays qui vont être reconnus Horizon Europe vont devoir avoir adhéré à la coalition S ou à un modèle qui est très semblable. Donc, on n'aura pas le choix. Là. C'est irréversible, c'est une question de temps pour que les collègues au niveau fédéral embarquent, si on veut, et on a fait des progrès significatifs au cours des derniers mois. Ça m'amène à aborder la question de la politique, des publications scientifiques en français. Hein. Parce que, bon, dans plusieurs domaines, les revues sont en langue anglaise, puis c'est prédominant. Comment, comme fond, puis on le voit, là, c'est une préoccupation que nous avons, on aborde ces enjeux-là liés au rayonnement de la publication en français dans cette question, dans cet enjeu? Oui, ça, c'est un grand défi. Bien sûr, la langue de la science dans la majorité des pays, c'est l'anglais. 90-95% des publications dans plusieurs disciplines, c'est en anglais. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit baisser les bras et tout abandonner. Là. Et au cours des derniers mois, même avec l'appui du gouvernement du Québec, on a pu faire des réinvestissements dans les revues québécoises qui publient en français. Ils ont, bien sûr, c'est basé au Québec, mais c'est un rayonnement international. On a aussi des plateformes comme Érudit qu'on supporte davantage et on travaille avec différents ministères au gouvernement du Québec là, pour élargir tout ça, pour être capable d'appuyer des revues scientifiques, des publications scientifiques en français dans tous les secteurs. À date, c'est plus dans les sciences sociales, les sciences humaines, les arts, la culture, et on aimerait bien aller aussi dans le secteur de la santé, le secteur du génie, des sciences pures, des mathématiques. Donc, on travaille là-dessus. Puis, je pense que c'est très important là, pour le Québec, augmenter la visibilité des publications en français qui viennent de chercheurs, de chercheuses du Québec, et ça dans tous les secteurs. Et on est, je dirais, dans une bonne période, là, parce qu'il y a une bonne réceptivité au niveau du gouvernement du Québec présentement pour tout ça, et tout ce qui est en lien avec la découvrabilité des contenus francophones en sciences. J'en profite pour rappeler aux gens qu'on a le prix de publication scientifique en français, qui est un programme qui a été lancé il y a déjà 1 an ou 2, qui est encore sur notre programmation. Dernière question, Rémi. Là, plusieurs personnes de la communauté scientifique indiquent ou ont indiqué que la transition qui se fait vers le libre accès pourrait avoir des impacts sur la façon dont on évalue la production scientifique, autant par les FRQ qui évaluent les demandes de financement que par les établissements qui les évaluent à des fins de promotion. Est-ce qu'on a une voie de collaboration qui est prévue avec les établissements universitaires? Est-ce qu'on peut être rassuré sur les personnes? Est-ce qu'on peut rassurer les personnes qui sont préoccupées par ça? Donc, y a-t-il une approche qui est prévue? Y a-t-il des rencontres? Oui, ça, c'est une très bonne question aussi. Certainement que Mylène va en parler avec plus de détails
cours de la prochaine heure. Mais on a eu des discussions avec le bureau, avec le BCI, Bureau de coordination interuniversitaire, avec les universités. Il va y avoir beaucoup de présentations, de discussions avec les universités. Et aussi, parce que si on fait ça seul, puis on change le modèle seul, ça ne marche pas là. En termes de promotion, plan de carrière dans les universités, il va falloir tenir compte de tout ça, du libre accès, mais aussi de DORA. Là, avec DORA, en ayant adhéré à DORA, c'est une façon peut-être un peu différente d'évaluer l'excellence. Donc, ce n'est pas seulement sur la base d'ajouter les facteurs d'impact dans des revues très prestigieuses et divisées par le nombre de publications. Là, c'est vraiment de regarder vraiment l'excellence de cette contribution-là. Aussi, d'autres types de contributions, c'est pas une carrière scientifique, une carrière en recherche ne devrait pas se limiter à une liste de publications, mais vraiment regarder aussi l'impact un peu plus concret au niveau de la société, au niveau de bâtir la prochaine génération de chercheurs et tout ça. Donc, Dora est beaucoup là-dedans et on discute beaucoup, par exemple, nous, à l'interne, bien sûr avec les conseils d'administration, mais aussi avec le comité intersectoriel étudiant pour voir l'excellence, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour l'université de demain, pour eux, lorsqu'ils commencent leur carrière, et comment les aider là-dedans. Là. Et qu'on ne veut pas leur nuire en disant, mais maintenant, on s'en va de plus en plus vers la science ouverte. On ne veut pas nuire non plus à ceux qui démarrent leur carrière et qui se font dire qu'ils devraient publier exclusivement des papiers dans Nature ou dans Science. Parfait, merci beaucoup. Rémi, je sais qu'il y a un rendez-vous qui t'attend. Merci d'avoir pris cette période-là de 20 minutes avec nous. Si jamais vous avez des questions directement à poser à Rémi, toujours disponible, bien sûr. Vous avez ses coordonnées un peu partout. Sinon, Mylène est là dans quelques instants pour vous exposer les détails de cette transformation-là. Je te laisse aller, Rémi. Sinon, je fais la transition vers notre prochain invité qui nous a envoyé une vidéo. Il s'agit de Robert Quillet. Il est directeur de la stratégie à la coalition S. Il veille à ce que la coalition soit constamment à l'avant-garde des développements en matière de sciences ouvertes. On peut dire que c'est le défricheur là, avec qui il a fait le travail avec les éditeurs des revues savantes. Auparavant, il était directeur de la science ouverte à la Fondation Wellcome au Royaume-Uni, où il a développé une nouvelle stratégie de la science ouverte. Il a été aussi impliqué dans le développement du dépôt Europe PubMed Central. Robert va nous parler dans quelques instants d'une approche, c'est quoi la perspective internationale des actions de la coalition S. Donc, je demanderai donc à Emmanuel de partir la vidéo, s'il te plaît. Thank you very much. I'm delighted to be here at albeit virtually, at the launch of the Quebec Research Fund's, the QRF, announcing their updated open access policy. Delighted that you've come up with a policy which requires immediate open access, no longer accepting embargoes, and move into a world where you want your work to be openly licensed. As a society, we face huge challenges, whether they be epidemics, which we are currently obviously all facing, climate change, food security, and so on. And as research funders, we fund research to address those challenges. And as such, hiding that research behind paywalls makes absolutely no sense at all. And that's why we as a group of funders are requiring our research to be made open access. But it's been almost 20 years that we've been making this claim, making this request for research made open access. It was back in 2003. We had the Budapest, Berlin and Bethesda declarations. And even though we have moved on since those days, it's reckoned that even today, about half of research which is published today in 2022 is still published behind a paywall, and even that half which is freely accessible is not openly licensed. And that's why I'm really pleased that the Quebec Research Funds are not only requiring immediate open access, but are actually specifying that the research must be openly licensed using, a default as the Creative Commons attribution license. And that's really important because we want the fruits of our research, which we fund, to be used by anyone and everyone, and that includes commercial entities. We want them to build on the research to help them innovate and develop new vaccines, alternative energy sources, and so on. And I think we've seen over the last 3 years the value of openness in terms of the pandemic, and I think credit should be given to many publishers who made all their content freely available, not behind a paywall.
But even this week, we have seen a report which was commissioned by Wellcome, UKRI and the Bill and Melinda Gates Foundation, which was looking at the impact of openness on the COVID pandemic. And what they showed was that already some publishers are once again putting the content they had made freely available. They're putting that behind a paywall. So I think it's incumbent upon us as research funders that if we do want to change the way scientific publishing happens, and obviously many of us do, we need to all work together to demand full and immediate open access. That's why, in conclusion, I'm really delighted that the QRF has not only aligned its policy with Plan S, but is also joining the coalition of funders, which we know as Coalition S. And that includes very large funders, such as the European Commission, UKRI I've mentioned, as well as philanthropic funders like the Wellcome Trust and the Bill and Melinda Gates Foundation and the Howard Hughes Institute. I hope the leadership which the Quebec Research Funds have shown, expertly led by their chief scientists, I truly hope that this encourages other research funders in North America and beyond to develop their policies in line with Plan S, and we do move to a world in which all research is made freely available at the time of publication and openly licensed. So congratulations again, and I look forward to many years of ongoing work and collaboration with the QRF. Thank you very much. Je vais poursuivre bien sûr la présentation, notre discussion avec la présentation de Mylène et Emmanuel. La première est directrice des affaires éthiques et juridiques au FRQ. Elle était en poste au moment de l'adoption de la version précédente de la politique en 2019. Elle a vu vraiment se construire le mouvement vers la science ouverte, prendre de l'ampleur également. Elle est accompagnée d'Emmanuel Lévesque, qui est conseillère en éthique de la recherche, avocate et titulaire d'une maîtrise en droit à l'Université de Montréal. Elle a travaillé depuis plus de 15 ans au sein des différentes équipes de recherche afin de les accompagner dans la gestion des enjeux éthiques et juridiques associés au déploiement de leurs projets. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour, Julien. Parfait. Donc, Emmanuel va vous partager la présentation qu'elle va faire avec Mylène dans quelques instants. Et après, on aura donc la période de questions. Merci, Julien. Alors, bonjour tout le monde. Merci encore de prendre du temps pour être avec nous ce matin pour discuter de cette mise à jour de la politique très importante pour les fonds de recherche du Québec. On s'est divisé la tâche, Emmanuel et moi. Je vais donner une première partie de la présentation. Emmanuel va vous donner une présentation sur vraiment les aspects techniques de la mise à jour de la politique. Et par la suite, on aura une période de réponse à vos questions. Et si jamais il n'y en avait pas, j'en ai préparé de toute façon celles qu'on reçoit le plus souvent parce que bien sûr, on a déjà commencé à recevoir des questions au sujet de cette mise à jour. Donc, Emmanuel, si tu veux démarrer le partage, on irait directement avec la présentation. Donc, pour commencer, peut-être, Emmanuel, on pourra se rendre déjà à la prochaine slide. Peut-être pour la partie 1, ça nous fait plaisir de vous dévoiler aussi la signature visuelle de notre politique quand on va faire des présentations. C'est le petit logo qu'on va utiliser pour vous parler de notre politique de diffusion en libre accès. Donc, je reviens sur des choses qui ont été dites à la fois par Rémi et par Robert. Là, pourquoi on fait ça? Je pense que c'est important de situer pourquoi on fait ça, sinon la chose peut sembler plus complexe qu'il n'en faut. Là. Donc, on s'inscrit vraiment dans cette démarche de science ouverte qui, comme le disait Rémi, là, est vraiment, il n'y a pas de retour en arrière de ce côté-là. On veut favoriser le partage des connaissances avec toutes les communautés, notamment par le libre accès aux publications scientifiques, maximiser la possibilité d'utiliser ces connaissances-là et atteindre une plus grande équité dans l'accès au savoir scientifique. C'est important, cet aspect-là. Et contribuer aussi à la littératie scientifique citoyenne. Vous savez, comme ça a été mentionné, l'UNESCO a adopté en 2021 une recommandation qui donne des devoirs aux États membres. Et le Québec, et via les fonds de recherche, là, ce travail-là s'inscrit là-dedans. Si on regarde un peu au niveau de la ligne du temps, l'acétate suivante, on voit la démarche qui a été entreprise par les fonds. Comme le mentionnait Julien, depuis 2019, on a une politique de diffusion en libre accès. Et pendant la COVID, on a aussi souscrit à la déclaration de la Fondation du Wellcome Trust concernant particulièrement les données des travaux qui étaient en lien avec la COVID.
Et je pense qu'au niveau, au niveau de cette déclaration-là, c'est quand même intéressant de voir le travail qui a été fait et la contribution qui a été faite à l'échelle mondiale. Je pense que ça a démontré l'importance de ce partage. En 2021, les conseils d'administration des fonds ont donc adopté le fait de joindre la coalition S et de s'inscrire dans la foulée du plan S, avec bien sûr une implantation qui serait progressive. Et aujourd'hui, on vous présente donc le fruit du travail, l'adaptation de notre politique. Je tiens à faire une petite parenthèse pour mentionner que la présentation qu'on vous fait aujourd'hui porte vraiment sur les exigences qui s'adressent aux chercheurs ou aux titulaires d'octroi. On va l'expliquer tout à l'heure, mais on a une autre démarche qui est en cours qui concerne plus particulièrement les revues qu'on soutient via un programme. Donc, si vous êtes un éditeur ou une éditrice de revues scientifiques soutenues par le programme du FRQSC, ce n'est pas dans cette politique-là que vous allez trouver là, les réponses à vos questions. Un petit rappel, même si Robert Kiley nous l'a bien expliqué, de qu'est-ce que, peut-être la page précédente, je pense. Oui, de qu'est-ce que le plan S. Donc, au niveau du plan S, ça a bien expliqué, mais c'est vraiment une stratégie concertée dont se dote un regroupement d'organismes de financement. Donc, on veut vraiment travailler avec d'autres pour avancer, comme disait Rémi, pour faire front commun, pour favoriser le libre accès immédiat aux articles scientifiques, pour favoriser la reproduction puis la dissémination de ces connaissances-là. Il y a un certain nombre de principes qui sont établis dans le plan S et qu'on intègre, avec parfois peut-être des petits ajustements, mais qu'on intègre là, dans notre politique. Pourquoi le libre accès immédiat? Je reviens sur des points que Rémi a un peu élaborés tout à l'heure. Évidemment, rendre la science plus efficace, démocratique, renforcer la collaboration scientifique, puis on le voit, les exigences de nos partenaires en Europe et ailleurs se raffermissent du côté du libre accès. Donc, il faut être prêt à pouvoir participer et rencontrer ces exigences-là. Améliorer la qualité, la transparence, la reproductibilité des travaux scientifiques, rendre publiquement accessibles les connaissances générées par du financement public. Puis là, je vais me permettre une petite parenthèse personnelle, mais pour mentionner que, tu sais, par exemple, moi, quand je veux avoir accès à vos travaux scientifiques, je n'y ai pas accès à moins que ce soit en libre accès. Donc, il faut vraiment, si on veut influencer la prise de décision publique, si on veut vraiment maximiser les retombées de vos travaux, il faut que ce soit rendu accessible, là, que ce ne soit pas derrière ce qu'on appelle en anglais un paywall, que ce ne soit pas derrière un mur qui en limite l'accès. Lutter contre les fausses informations, puis évidemment, comme je le mentionnais tout à l'heure, s'inscrire dans le mouvement mondial et international de sciences ouvertes tel que l'a demandé l'UNESCO. C'est important de comprendre que ce matin, on va vous présenter la mise à jour de la politique, mais au-delà de la politique, il y a vraiment une stratégie que les fonds mettent en place pour réfléchir et peut-être même revoir certains aspects de l'écosystème de création et de diffusion des connaissances scientifiques. Donc, ce n'est pas juste la politique ce matin. Oui, on vous présente la politique, mais il y a bien d'autres actions qui sont entreprises par les fonds et qui visent à faire en sorte que ce soit plus intéressant, en fait, de publier en libre accès pour tout le monde. Donc, discussion plus large au sujet de l'évaluation. Je pense que ça va vraiment être au cœur. C'est sûr que ça commence par nous, au Fonds de recherche du Québec, mais il faut penser aussi à ailleurs, incluant l'avancement académique. Donc, bien sûr, Rémi l'a mentionné, on aura des discussions avec le BCI et avec d'autres partenaires qui peuvent jouer un rôle dans une éventuelle transformation de ce côté-là. Le soutien accru aux revues québécoises en français, c'est important pour nous. Ça fait partie de l'écosystème et on veut accroître là, de ce côté-là notre soutien. Discussion avec les bibliothécaires universitaires. On a déjà enclenché, ce n'est qu'un début, mais on a déjà enclenché cette discussion-là et on pense qu'elle sera importante, notamment pour que sur le terrain, vous ayez du soutien dans cette transformation-là. Discussion, bien sûr, avec nos partenaires au Canada, les agences de financement, mais aussi d'autres agences pour qu'on comprenne l'expérience de tout un chacun sur cette question-là, puis qu'on apprenne les uns des autres comment pouvoir mieux s'ajuster au fil du temps par rapport à l'évolution de notre politique. Et bien sûr, discussion avec vous, les chercheurs, les chercheuses, vous, les titulaires d'octroi de bourses. On va vouloir savoir comment vous vivez cette transformation-là. On va être très à l'écoute et on va vouloir, bien sûr, en prendre compte dans d'éventuelles mises à jour ou ajustements. On veut vous accompagner. Il faut comprendre que ce qu'on va vous présenter, il n'y a pas d'effet rétroactif. Ça commence à compter des demandes de financement qui se font cet été. Donc, on ne s'attend pas à voir des premières publications avant
peut-être 2024, sinon 2025, mais on veut dès maintenant se mettre à avoir une discussion et à faire tout le travail qui a besoin d'être fait en amont pour que les premiers chercheurs qui arriveront avec leur publication là, aient tous les outils à portée de main pour bien assurer cette diffusion-là en libre accès. Donc, on va être beaucoup présent sur le terrain et on veut avoir cette discussion-là. Il faudra prendre le temps. On le fait en avance, on veut être prêt à temps. On espère que vous serez aussi au rendez-vous pour ces discussions-là. Et bien sûr, on a notre page web avec des FAQ qui est aussi ouverte et lancée ce matin. Elle est déjà d'emblée disponible. On va continuer à alimenter les FAQ en lien avec les questions que vous allez nous poser et pour lesquelles on veut offrir une réponse à tous. La page suivante vous montre d'ailleurs les couleurs là, de cette nouvelle page web qu'on a ouverte dès ce matin et qu'on vous invite à consulter. Donc, je cède la parole maintenant à Emmanuel qui va entrer là, dans les détails de la politique et je reviens après pour répondre à vos questions. Emmanuel. Merci, Mylène. Donc, on y va avec les exigences qui sont amenées par cette révision de la politique. Donc, il y a vraiment 3 exigences principales qu'on voudrait vous communiquer. Ce sont les 3 boîtes que vous avez devant vous. D'abord, en ce qui concerne le libre accès, on veut que ce soit quelque chose d'immédiat, donc il n'y a plus d'embargo. Je vais expliquer chacune des boîtes une après l'autre en détail. La deuxième boîte, c'est l'exigence concernant la licence ouverte. Donc, on veut que les publications puissent être réutilisées, partagées, diffusées très largement. Donc, on exige une licence ouverte, on va l'expliquer aussi. Puis, on a aussi des restrictions en ce qui concerne les dépenses pour les revues à abonnement, donc les frais de publication des revues à abonnement. Donc, allons-y avec la première boîte, l'embargo. Donc, la publication va devoir être rendue librement accessible aussitôt qu'elle est diffusée par une revue savante. Soit la revue sur son site web met la publication en libre accès complètement accessible, sans aucune barrière tarifaire, pas besoin d'avoir un abonnement, pas besoin de payer d'une quelconque façon. Ou soit l'autre option, c'est que aussitôt que la revue diffuse sur son site, si c'est une revue qui exige un paiement pour pouvoir lire l'article, le chercheur, la chercheuse doit avoir déposé sa publication dans un dépôt institutionnel ou disciplinaire qui est en libre accès. Donc, les universités ont tous ces dépôts-là au Québec et au Canada, même des dépôts qui sont librement accessibles et qui sont utilisables sans frais, évidemment, pour la communauté universitaire. Ce qu'on va déposer dans le dépôt institutionnel, soit ça va être la version telle que publiée par la revue, donc avec la mise en forme qui a été faite par la revue, la mise en page, ou soit ça va être le manuscrit final. Le manuscrit final, c'est une version qui n'a pas bénéficié d'une mise en page et d'une mise en forme selon les spécificités de la revue. Ça va souvent ressembler à une sorte de fichier Word un peu organisé là, pour qu'on puisse suivre d'où provient cet article-là. Mais évidemment, ce manuscrit-là va devoir contenir tout le texte qui a été accepté pour publication et révisé par les pairs. Donc, les seuls éléments qui sont différents, c'est vraiment des éléments de mise en page. Ici, je vous ai mis un exemple de manuscrit final qu'on retrouve sur un dépôt à l'UQTR. Donc, vous voyez que la mise en page ne ressemble pas à ce qu'on va voir dans une revue habituellement, mais vraiment la teneur du texte est le même. Donc, lorsque la revue autorise cette option-là, les chercheurs vont pouvoir mettre le document sur un dépôt institutionnel qui est disponible le même jour que c'est publié sur le site de la revue et ça permet d'offrir le libre accès immédiat. Ensuite, en ce qui concerne les licences ouvertes, donc, on exige qu'au moins une version de la publication soit disponible en licence ouverte. Il y a 2 types de licences ouvertes qui sont disponibles. Les licences qu'on vous propose d'utiliser sont celles qui ont été développées par l'organisme Creative Commons, qui est un organisme qui développe plusieurs types de licences ouvertes. Les licences ouvertes permettent de faire
une reproduction de l'article sous différentes formes, différentes réutilisations. Donc, je vais expliquer plus en détail chacune des 2 licences qu'on vous propose. Il y a aussi l'option 2 qui est de publier sous une licence équivalente à ces licences Creative Commons. Donc, la première licence, qui est la BY, elle permet donc, l'auteur, la personne qui détient les droits d'auteur, autorise le public à partager l'article, le copier, le distribuer. Donc, les enseignants vont pouvoir en faire des photocopies, remettre aux étudiants, vont pouvoir le mettre sur des sites web, vont pouvoir le partager par les médias sociaux. Cette licence-là permet aussi des adaptations. Donc, transformer, prendre une portion, l'inclure dans un dépliant, l'inclure dans une production visuelle, prendre des graphiques qu'on voudrait modifier pour enseigner aux étudiants, par exemple, vraiment une variété d'adaptations. Et dans tous les cas, il y a toujours l'obligation de créditer le créateur. Donc, l'objectif, évidemment, c'est pas de s'approprier le travail d'autrui, reconnaître le travail d'autrui et bâtir sur le travail d'autrui pour maximiser les résultats. La deuxième licence qui est permis d'utiliser, c'est la licence BYND. Donc, cette licence-là va permettre tout le partage dont je parlais tout à l'heure. Par contre, il n'y a pas de possibilité de faire des modifications à la publication scientifique, à l'article scientifique. Donc, ça veut dire que ça va être le texte en entier qui va devoir être utilisé, les images entières, on ne pourra pas les adapter. On vous permet d'utiliser cette licence-là dans les cas où vous jugez qu'il est pertinent de restreindre les modifications à une publication. Donc, on a un exemple ici d'une publication, un article scientifique qui utilise la licence Creative Commons BY dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est de mettre, d'ajouter le logo sur l'article scientifique, puis d'ajouter une certaine mention. Sur le site de l'organisme Creative Commons, il y a vraiment tous les détails des exemples de phrases à ajouter, puis c'est en français aussi. À partir de notre site web, on a mis les liens pour que vous puissiez vous rendre vers ces ressources-là. Ce que j'ai peut-être oublié de mentionner depuis le début, c'est que ce dont on parle actuellement, là, on parle des articles scientifiques révisés par les pairs, publiés dans les revues savantes. Donc, les exigences dont je vous parle, les 3 boîtes, on vise vraiment ce type de document-là. On ne vise pas les livres, par exemple, on ne vise pas les textes d'opinion qui seraient publiés dans des quotidiens, des revues, des journaux. Par exemple, on vise vraiment ce qui est révisé par les pairs en revue savante. Finalement, en ce qui concerne les frais des revues à abonnement, donc, on a certaines restrictions qu'on met en place. Donc, les frais que les auteurs paient à la revue pour pouvoir publier vont devenir une dépense admissible pour les revues à abonnement seulement dans 2 cas. Soit c'est une revue qu'on appelle en transformation. Je vais vous montrer ce que ça signifie, une revue en transformation. Ou soit on est dans une situation visée par une entente de transformation. Puis je vais vous donner un peu plus de détails dans ces cas-là. En fait, les revues en transformation puis les ententes de transformation, ce sont des processus en place qui permettent tranquillement aux revues de s'en aller vers le libre accès. Ce sont des revues qui exigent encore des abonnements, donc des frais pour pouvoir lire l'article, qui sont habituellement payés par les bibliothèques des établissements ou les individus de façon individuelle là, qui vont acheter un article à la pièce, payer un certain montant. Donc, ces revues-là se sont engagées envers la coalition Est de tranquillement faire le pas pour arriver à 100% de libre accès immédiat dans quelques années. Donc, de façon à les supporter dans cette transition-là, il est permis d'utiliser les fonds des FRQ pour payer les frais de publication. Il faut évidemment, pour que la dépense soit admissible, que la publication soit en libre accès immédiat et sous licence ouverte. Pourquoi on fait cette restriction-là? Parce que les revues qui recevraient des frais de publication et des frais d'abonnement
ces éditeurs-là font des profits avec de l'argent public en recevant des doubles paiements. Donc, on veut éviter cette situation-là. Pour identifier les revues qui sont conformes, où les chercheurs vont pouvoir publier en respect des exigences des FRQ, la Coalition S a développé un outil qui est le Journal Checker Tool. C'est en anglais, mais actuellement, on est en processus de le faire traduire. Donc, on peut indiquer le nom du journal où on souhaite publier, l'organisme subventionnaire, puis l'institution à laquelle on est affilié. Puis, ça va nous donner une réponse à savoir si c'est conforme ou pas. Par exemple, si vous allez aujourd'hui puis vous faites un essai en souhaitant publier dans le journal Science, en étant financé par les fonds de recherche, ça va vous indiquer qu'une des options qui est permise, c'est l'archivage dans le dépôt institutionnel. Donc, je vous parlais au début, là, le manuscrit final dans le dépôt institutionnel. Et puis, Science fait cette exception-là pour les gens qui sont membres de la Coalition S, qui appuient le plan S, permettent donc l'archivage, l'auto-archivage, libre accès immédiat en dépôt. Il y a d'autres outils pour identifier les revues conformes. Il y a un registre qui recense toutes les ententes de transformation qui ont eu lieu. Ces ententes-là, c'est des ententes entre des organismes et des éditeurs pour permettre de la publication sans frais de publication. Puis, il y a aussi tous les registres de toutes les revues qui sont reconnues en transformation par la Coalition S. Donc, avec ce qu'on vous propose comme exigence, ça reste qu'il y a quand même plusieurs voies de publication qui demeurent disponibles. En langage de sciences ouvertes, souvent on va les appeler la voie verte, la voie dorée, la voie diamant. C'est des expressions dont vous entendez peut-être parler de plus en plus. Donc, chacune de ces voies-là est possible avec les FRQ. Donc, il est encore possible de publier dans des revues à abonnement, mais avec certaines restrictions. Puis, il y a toujours la possibilité de publier dans la voie diamant, où là, on va avoir des revues qui ne chargent pas de frais d'abonnement, qui ne chargent pas de frais de publication, donc pas de frais aux chercheurs. Puis, il y a des revues de très bonne qualité qui sont dans la voie diamant aussi. J'ai parlé, dans OFRQ, on a trois gros groupes d'octroi qu'on donne. On a des subventions d'infrastructures qui sont nos réseaux, nos centres, nos instituts, par exemple. On a les autres types de subventions de recherche qu'on appelle donc les subventions ordinaires, si on veut, puis on a nos bourses. Là, j'ai parlé beaucoup, en général, disons, des subventions générales. Allons voir maintenant certaines spécificités pour les subventions d'infrastructures. Donc, les infrastructures, ce sont les équipes, les réseaux, les regroupements, les centres, les instituts. Ce sont des gros groupes de personnes, puis ils vont faire, eux, de nombreuses publications pendant la durée de leur financement. Certaines personnes vont publier directement sur les objectifs liés au réseau. Certaines personnes vont avoir peut-être moins de proximité dans leur publication avec les objectifs pas du réseau, mais de l'infrastructure. Puis, d'autres personnes vont aussi avoir des subventions, soit dans d'autres infrastructures ou dans d'autres groupes de recherche et vont publier peut-être sur d'autres sujets qui ne sont pas liés à l'infrastructure. Donc, pour ces groupes-là, l'outil qu'on a développé pour établir nos exigences de libre accès, c'est qu'on va demander à ces infrastructures d'identifier un certain nombre de publications qui vont constituer leur portfolio de publications. Ces publications-là vont devoir être en libre accès immédiat, licence ouverte et respecter nos exigences sur les restrictions aux dépenses admissibles, donc les 3 boîtes dont je parlais au départ. Donc, le portfolio de publication, ça va vraiment viser à témoigner de la qualité de la production scientifique de l'infrastructure
avec les objectifs de ce réseau-là. Et ça ne vise pas à avoir la quantité de la production scientifique. C'est vraiment adapté à une structure où on a un très grand nombre de chercheurs qui peuvent publier sur différents éléments là, au cours d'une période de financement. Puis, ce portfolio de publication libre accès, notre objectif dans les prochaines années, c'est de le prendre en considération lors de l'évaluation scientifique, lorsqu'on va avoir un renouvellement d'infrastructure. Donc, pour l'instant, on n'a pas de date à partir de laquelle on va le prendre en compte. Les modalités ne sont pas établies, mais on prépare nos infrastructures tranquillement à dire bientôt, on va arriver à cette étape-là où on va considérer ces 2 à 5 publications que vous avez choisies pour faire partie de votre portfolio. On va regarder maintenant certaines spécificités qui touchent les bourses. Donc, en ce qui concerne les bourses, évidemment, quand les boursiers publient des articles révisés par les pairs dans les revues savantes, doivent respecter les 3 exigences dont on parle depuis le début. Mais en plus, en ce qui concerne les thèses de doctorat et les mémoires de maîtrise, on demande qu'ils soient mis dans le dépôt institutionnel sans embargo. C'est quelque chose qui est déjà fait là, dans les universités de façon assez automatique habituellement. On est à cheval entre 2 politiques, donc on a eu en 2019 une politique, on en adopte une autre et là, la question est toujours laquelle on applique. Donc, la nouvelle politique qu'on vous présente aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de rétroactivité. Donc, les exigences vont être applicables seulement à partir, pour les concours qui vont être lancés à partir du 1er juillet de cette année. Pour les subventions d'infrastructure, regardez dans les règles de programme pour savoir si ça va être tout de suite qu'ils l'appliquent ou certains concours vont peut-être laisser un plus petit délai puis démarrer au cours de l'année, les infrastructures financées peut-être plus tard ou l'an prochain. Pour les subventions et bourses, vraiment, tous les concours lancés à partir du 1er juillet cette année, les nouvelles exigences s'appliquent. Et quand cette période de transitoire-là d'1 an va être finie, là, jusqu'au 30 juin de l'an prochain, là, vraiment, tous les nouveaux concours vont appliquer les nouvelles règles. Puis, il y a certains octrois qui sont exclus, là, par exemple, les stages et les prix n'ont pas appliqué ces exigences-là. Donc, vraiment, les 3 changements à retenir, ce sont nos 3 boîtes, l'absence d'embargo, l'utilisation d'une licence ouverte et certaines restrictions sur la dépense. Donc, Mylène, je vais te laisser continuer. Donc, Merci. on arrive à la période de questions. On avait déjà, je vois qu'il y a beaucoup de questions en ligne, donc on va certainement les prioriser. Mais Emmanuel, je vais quand même mettre les 2 premières, répondre aux 2 premières qu'on avait dans notre PowerPoint parce qu'elles rejoignent certaines des questions qu'on a eues. Mais je ne ferai pas le tour des autres. Le reste, on va répondre à vos questions. La première était une question qu'on a souvent, c'est de savoir est-ce que ça va être évalué? Allez-vous vérifier ça, cette question-là, si on a répondu aux exigences du libre accès? Et en fait, oui, il va y avoir certaines vérifications qui vont être faites. Ce n'est pas notre première démarche. Notre première démarche, ça va être de vous demander à vous, chercheurs, dans vos rapports scientifiques, là, de rendre compte d'avoir rendu compte des exigences. Il y aura aussi éventuellement, on l'a pas, c'est pas encore frais, c'est pas encore prêt, puis on veut travailler avec les établissements universitaires par rapport à ça et les collégiaux. On veut ajuster aussi le rapport financier pour savoir si des montants ont été utilisés pour permettre la diffusion en libre accès, puis est-ce que ça respecte les exigences qui sont imposées là, par notre nouvelle politique. Mais ça, c'est pas encore prêt, ce sera prêt pour plus tard. Mais oui, il y aura des vérifications. Est-ce que ça va être évalué? Ça, c'est la deuxième question qu'on nous pose souvent. Hein? Pour l'instant, on n'est pas rendu au fait qu'on regarde le CV de quelqu'un puis on regarde si il a dans son CV des publications en libre accès, et puis ça fait partie encore de l'évaluation. Mais bien sûr, dans toutes les réflexions qui est menée présentement en lien avec le libre accès, bien, éventuellement, on va probablement se rendre à ça, tout comme le fait qu'on ait adopté DORA, tout comme le fait qu'on ait joint, toute la réflexion qui se fait présentement sur l'excellence est en train de transformer là, certaines de nos réflexions par rapport à l'évaluation. Donc, on pourrait y aller avec les questions que vous vous êtes posées.
Emmanuel, je vais prendre la première, là, puis peut-être par la suite, tu me diras ce qu'il y en est, là. On demande pourquoi les étudiants, en fait, pourquoi justifier là, que les étudiants soient dans cette politique-là aussi. Donc, les étudiants étaient dans notre politique de 2019 et en ce qui concerne les étudiants, ce qu'on demande, c'est vraiment le dépôt dans le dépôt institutionnel. Donc, tu sais, je pense que de ce côté-là, la démarche n'est pas... habituellement, ça se fait même, ce qu'on nous dit dans les milieux universitaires, c'est que ça se fait habituellement assez automatiquement. Donc, on pense que c'est la meilleure façon de faire en sorte que le travail issu voyons, pour les titulaires de bourse, que le travail issu de la recherche de ce travail-là soit disponible à tous. Est-ce que tu veux que j'y aille avec une question? Oui, vas-y. On a plusieurs questions, à savoir pourquoi on exige on permet seulement 2 types de licences ouvertes puisqu'il existe d'autres licences Creative Commons qui permettent ou ne permettent pas certaines choses, par exemple, utilisation commerciale, permise ou pas, etc. Merci. Donc effectivement, ça fait partie de l'alignement qu'on a choisi en lien avec le plan S. Bien sûr, il y avait d'autres types de licences possibles, mais ce sont les licences pour lesquelles, en joignant le plan S, on devait s'aligner sur l'une ou l'autre de ces options-là. Donc, on choisit de faire front commun. Ce sont les licences qu'on a choisies à cette étape-ci. On a des questions aussi concernant les frais de publication. Les gens sont inquiets de dire, je vais avoir des frais de publication, mais est-ce qu'il y a des sous supplémentaires qui viennent avec ça? C'est quoi les adaptations possibles? Merci. Donc, je sais que c'est une question qui vous préoccupe, qu'on nous pose toujours. Non, pour l'instant, il n'y a pas de montants supplémentaires là, qui sont accordés en lien avec les frais de publication. Faut comprendre d'abord que le plan S, ce n'est pas que la vision de payer pour des APC, donc des frais de traitement d'articles. APC, c'est l'acronyme anglais. Je pense qu'il faut aussi voir qu'il y a une diversité d'options possibles. Et comme disait le scientifique en chef, on va travailler, par exemple, à ce que des abonnements, ce soit des montants qui sont plus équitables, etc., etc. Le but de cette transition-là, ce n'est pas tant de rajouter de l'argent dans le système, c'est que le système soit plus équitablement réparti. Donc, on va être vigilant, on va suivre ça de près. C'est pour ça qu'on va se mettre à poser des questions au niveau des finances. Là. On veut suivre ce que ça représente réellement comme frais. Mais pour l'instant, il n'y a pas de montants supplémentaires qui sont dévolus à ça. Puis je pense aussi que l'approche, notamment concernant les réseaux, les groupes, les centres qu'a présenté Emmanuel et qui fait en sorte qu'on va demander un nombre raisonnable de publications en libre accès. On n'a pas dit là, tout ce que tout le monde fait tout le temps parce qu'il est membre d'un réseau, d'un regroupement, tout est en libre accès. On va cibler un certain nombre. Je pense qu'en termes d'approche progressive, ça nous semblait raisonnable. On a une question aussi concernant l'auto-archivage dans des points institutionnels pour les revues à abonnement. Donc, la personne se demande comment on peut garantir que les auteurs, comment savoir que les éditeurs vont permettre ou pas cet auto-archivage-là. Puis, quelqu'un demandait si on appliquait la stratégie de rétention des droits du plan S là, en lien avec ça. Merci. Donc, les différents outils que vous ont présentés, Emmanuel, vont être des outils qui vont vous permettre d'identifier quelle revue permet quoi. Encore une fois, je pense que la richesse du plan, on parle beaucoup en lien avec le plan S, là, encore une fois, des frais de traitement d'articles, mais le plan S prévoit différentes options. Ça va être intéressant de s'ouvrir sur ces différentes options-là. Et donc, dans ces outils-là, vous allez pouvoir vous y retrouver, à savoir est-ce que la revue le permet, l'auto-archivage, ou elle ne le permet pas. C'est intéressant de voir qu'il y a des revues qui ont commencé à avoir la stratégie de dire, si votre agence de financement vous le demande, on va vous le permettre à vous. Donc, je pense que tous les outils qu'on va mettre à votre disposition sont importants. Et est-ce que dans le plan S, donc il y avait cette discussion-là, effectivement, parmi les membres de la coalition S, de peut-être même d'obliger le chercheur à garder ses droits. Nous n'avons pas été vers cette option. Donc, ça fait partie de la diversité des options qui s'offrent à vous au niveau de la publication.
On a une question sur le portfolio de publications en libre accès. Les gens se demandent si ça va concerner toutes les publications. Puis peut-être la personne voudrait un petit peu plus d'informations sur peut-être que ça va être considéré lors d'évaluations scientifiques. OK. Donc, je pense que chaque programme des fonds va préciser combien de publications minimales on s'attend en libre accès. On veut évidemment que les publications en libre accès représentent, je dirais, vos travaux qui démontrent la contribution de votre réseau, de votre groupe, de votre centre en lien avec le financement que vous avez reçu. Donc ça, il faudra se référer aux règles du programme pour lequel il y aura, à compter de cette année, des modifications aux règles de ceux qui viendront soit à renouvellement ou soit qui seront des nouvelles applications. À quel moment ça va devenir quelque chose qu'on va évaluer? Comme je disais, ce n'est pas maintenant. C'est certain que dans certains groupes réseaux centres, il y avait déjà des questions qui se posaient. Vous aviez déjà certaines exigences de démontrer qu'il y avait du libre accès, de le comptabiliser, d'expliquer votre stratégie en lien avec ça. Ça va se poursuivre. Mais on va voir progressivement là aussi des demandes, des exigences qui vont apparaître. Mais ne vous inquiétez pas, on a un souci d'équité intercohorte. Puis ça fait partie des discussions à l'interne en lien avec ces exigences-là. Une dernière question, Mylène. Les gens se demandent si le partage des données est aussi soumis au principe là, du libre accès. Merci pour cette question. On n'est pas rendu à cette étape-là. Pour l'instant, la politique, c'est vraiment la politique de diffusion en libre accès des résultats, donc des publications qui sont dans des revues scientifiques. Mais bien sûr, je pense que la question des données, les fonds de recherche du Québec, c'est probablement notre prochain chantier, mais je pense qu'on veut les aborder un à la fois, là. Donc, pour l'instant, la politique ne répond pas à cette question-là, tout comme elle ne répond pas aux questions, par exemple, des personnes qui sont titulaires d'octroi pour des revues au fond Société Culture. Ce sera dans une autre phase de nos travaux de Sciences ouvertes. Donc, merci Mylène, puis on va passer la parole à Julien pour... Merci. Merci à vous deux là, pour ce travail, ce contenu fort clair, les réponses aux questions. Je pense que ça démontre que vous êtes à l'écoute de la communauté, que ce travail-là est itératif, hein, donc ça se construit, ça continue à se construire. Mylène, vous allez tenir d'autres événements, d'autres documents dans les prochains mois, voire années, n'est-ce pas? Je m'excuse, c'est très important pour nous qu'on continue. On commence maintenant parce qu'on veut avoir le temps de discuter avec vous. Donc, soyez présents quand on va aller vous voir. On veut vous entendre, puis on va en tenir compte. Soyez assurés. Je pense que d'ailleurs, vous allez annoncer peut-être, là, vous allez commencer le chantier sur les critères d'évaluation scientifique là, qui va interpeller la communauté FRQ notamment. Donc, restez à l'affût, abonnez-vous à nos infolettes, également à nos réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen d'avoir l'information en direct. À ce propos, je pense qu'on va publier également un communiqué si ce n'est pas aujourd'hui, là, qui va concerner la rencontre, les changements, la nouvelle politique, la révision. Donc, ça sera un premier pas vers l'officialisation de la chose. La page sur le site Internet des FRQ également comportera plusieurs informations. Puis vous voyez que l'équipe à Mylène, le scientifique en chef, les directrices scientifiques qui là sont vraiment engagées pour faire plus de place à la science ouverte. Puis on peut s'attendre qu'il y ait d'autres avancées notables dans les années à venir. Je tiens à remercier bien sûr le scientifique en chef Rémi Quirion, Emmanuel Lévesque, Mylène Deschênes, également Véronique Roux à la technique, mais aussi Mylène, ton groupe d'experts hein, qui te conseille, qui te challenge sur ces questions-là, qui te suit et qui te suit depuis 2019. Là. Absolument. On a eu un petit groupe d'experts là, formés notamment de M. Houd, de Vincent Larivière, de Guylaine Baudry et de Eugénie Brouillet avec qui on a eu quelques rencontres pour nous aider à nous faire une tête sur ces questions-là. Ça a été fort apprécié. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire-là au nom des FRQ, au nom de Julien Chapdelaine, mon nom bien sûr. Tenez-vous informés et c'est ce qui met fin à ce webinaire. Bon week-end de la Saint-Jean.